Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les grands titres de ce journal. Déplacement à Turin aujourd'hui pour le prince Albert II. Le souverain a pris part aux célébrations de l'anniversaire de l'Académie d'agriculture de la ville piémontaise. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux. C'est fini pour la saison 2025-2026 de Ligue 1 de football, une saison en demi-teinte pour l'AS Monaco FC qui termine à la 7e place du classement après s'être incliné à Strasbourg hier soir 5-4. Son avenir européen dépendra de la finale de la Coupe de France. Jean-Luc Ettori, l'ancien international, qui garde toujours un œil sur les performances de son club de cœur, nous livrera son analyse sur cette saison qui s'achève. Vous avez peut-être déjà ressenti des sifflements persistants dans vos oreilles. Il s'agit d'acouphènes. Une récente conférence donnée à Monaco a permis de faire le point sur les traitements actuels de ces gènes qui parasitent l'audition. Nous nous glisserons également dans les répétitions de la compagnie Florestan qui se produira le 29 mai prochain au Théâtre des Variétés avec la pièce Sucré Mensonge, un spectacle en 2 temps, vous le verrez. Rendons-nous à Turin pour débuter ce journal où le prince Albert II assistait aujourd'hui à une importante cérémonie pour la ville. Sarah Inkari, vous êtes sur place avec Lionel Bernardi. Il s'agissait d'une visite axée sur le progrès agricole. Oui, Patricia, le souverain l'a rappelé dans son discours, nous serons bientôt 8 à 10 milliards d'individus sur Terre et nourrir les hommes tout en protégeant la planète représente un véritable défi qu'il faut penser dès aujourd'hui. Justement, ce défi est au cœur des actions de l'Académie d'agriculture de Turin qui célébrait aujourd'hui ses 241 ans d'existence. Comme vous allez le voir dans ce reportage, son rôle est plus que jamais essentiel. C'est dans la Venaria Reale, l'une des plus célèbres résidences royales d'Italie, surnommée par les locaux le Versailles piémontais, que la cérémonie d'anniversaire de l'Académie d'agriculture de Turin s'est déroulée. Depuis plus de 2 siècles, cette institution encourage la recherche et l'innovation dans le domaine agricole. Sta a cuore, ad esempio, e realizzeremo a breve momenti di studio, il discorso del miglioramento genetico con l'approccio, il TEA, cioè quello che è l'evoluzione assistita, le tecniche, che sono di grande importanza per poter raggiungere degli obiettivi anche e soprattutto di sostenibilità ambientale in molte culture agrarie che oggi purtroppo richiedono numerosi interventi antiparassitari, anticritogamici, che ovviamente non sono nel complesso a favore della sostenibilità ambientale. Officiels, magistrats, académiciens, plus de 200 personnes ont assisté à l'événement, dont le prince Albert II. Dans la continuité de ses engagements sur les questions environnementales, le souverain a tenu à apporter une nouvelle fois son soutien à cette institution historique qui incarne l'excellence et l'optimisme. L'Académie de l'agriculture de Turin est une institution vénérable qui favorise la recherche sur toutes ces problématiques agroalimentaires, la problématique des sols, et de comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir 8 à 10 milliards d'individus sur Terre. Donc ça rejoint bien sûr les problématiques de ma fondation et de la principauté en général qui aident différents programmes qui traitent de ces sujets. Pour son implication, le prince a été fait membre d'honneur de l'Académie. L'anno scorso è stato insignito il presidente Mattarella, quest'anno è stata insignita Sua Altezza Serenissima. La ragione è sempre una ragione legata al loro impegno, alla loro forza sui temi che sono cari all'Accademia, quindi il green, la modernità nella convivenza con la natura, il futuro del pianeta. E quindi direi che Sua Altezza si unisce a un gruppo piuttosto folto e molto importante nella storia di grandi uomini che possono contribuire in questo senso. Avant lui, l'Académie a en effet compté parmi ses membres des personnalités importantes comme le naturaliste Charles Darwin ou encore le scientifique Amedeo Avogadro. La saison est terminée, mais tout n'est pas joué pour l'AS Monaco FC. Les footballeurs monégasques sont allés s'incliner hier soir à Strasbourg, battus 5-4 alors qu'ils avaient pourtant mené la rencontre 4-1. Monaco se classe 7e du championnat, mais tous les espoirs européens pour la saison prochaine ne se sont pas envolés. Il faudra en effet attendre la finale de la Coupe de France et une possible victoire de Lens face à Nice pour retrouver l'Europe. Pour revenir sur
sur cette saison, nous sommes avec l'une des légendes de l'AS Monaco FC. Bonsoir Jean-Luc Ettori. Bonsoir Patricia. Quel regard portez-vous sur cette saison de Ligue 1 qui s'est achevée ce week-end ? Je vais parler de podium, je mets les 4 premières places. Donc Lens et Lyon, c'est un peu des surprises. Hein. Lens qui a refait complètement une équipe, qui a changé d'entraîneur, changé de directeur sportif et qui finit deuxième en faisant une vraie belle saison. Lyon qui avait un pied en Ligue 2 en début de saison, qui se retrouve quatrième. Et Lille qui fait un beau troisième. Mais Lille quand même, ça fait 6-7 ans qu'ils sont habitués aux 5 premières places du championnat. Donc c'est pas surprenant de les voir là. Alors après, les grosses désillusions, c'est bien sûr l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Et l'AS Monaco FC finalement, termine-t-elle ce championnat à la place qu'elle mérite ? Je crois que oui, malheureusement. Hein. Bien sûr que l'objectif de début de saison, ce n'était pas celui-là. Mais quand on regarde, et on prend un peu de recul, on sort, on enlève l'habit de supporter, on se dit que, en fin de compte, l'AS Monaco est à sa place. Comment jugez-vous le travail de l'entraîneur et l'évolution du projet ? On a du mal tout de même à être sévère avec Sébastien Pocognoli. Le coach, il a pris le train en marche déjà, avec un effectif qu'il n'avait pas choisi, avec des joueurs qui ne rentraient peut-être pas dans sa philosophie de jeu. Donc c'est sûr qu'il a fait avec les moyens qu'on lui a mis à ses dispositions. Bien sûr, s'il y en a un qui doit être absous en partie, c'est bien lui. Alors la saison est terminée, mais tout n'est pas joué pour ce qui concerne l'Europe. Vous pouvez nous rappeler pourquoi le sort de Monaco est en quelque sorte entre les mains de Lens ? Là, c'est une place à libérer. Oui, si Lens gagne la Coupe de France, ils vont libérer une place en Ligue Conférence. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour préparer la saison prochaine ? Je ne sais pas, franchement, parce que c'est une coupe qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Est-ce que mettre à mal toute une saison, parce qu'il faudra reprendre la saison très tôt, il faudra reprendre l'entraînement très tôt, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Après, ça reste une Coupe d'Europe, alors pourquoi pas ? On verra ça vendredi, effectivement, avec la finale de la Coupe de France. Malgré ce bilan, quels joueurs monégasques vous ont le plus impressionné cette année, que ce soit par leur régularité ou leur progression plutôt ? Je pense au jeune Akliouche qui part à la Coupe du Monde notamment. Oui, je crois qu'il de toute façon il mérite d'être dans la liste de Didier Deschamps. Alors après, il y a eu Camara, Zakaria, Golovin par intermittence. Je crois que ce sont les 4 joueurs qui ont permis à un moment à l'AS Monaco d'espérer mieux qu'une 7e place. Malheureusement, c'était peut-être trop leur demander. Et puis, ils n'ont pas toujours répondu présent. C'est pas forcément simple quand vous avez toutes les responsabilités sur les épaules, c'est pas forcément simple d'assumer. Mais s'il y a 4 joueurs que je dois sortir du lot, c'est ces 4-là. Camara, Zakaria, Golovin et Akliouche. Alors une question qui revient souvent, mais qui est peut-être injuste, je ne sais pas, vous me le direz. Plus généralement, le championnat de France reste-t-il suffisamment attractif et compétitif face aux grands championnats européens ? Bon, sachant que l'on aura peut-être une deuxième Champions League d'affilée pour le PSG cette saison. C'est pour ça. Moi, je pense que oui. Je pense que... De toute façon, on voit depuis des années les joueurs qui réussissent en France, les jeunes joueurs qui réussissent en France sont des stars à l'étranger. Donc, c'est pas un championnat facile. Alors, c'est peut-être attractif, ça dépend ce que vous entendez par attractif. C'est vrai que pour les yeux, on se régale pas tout le temps, mais je peux vous dire que c'est un championnat difficile, vraiment difficile. Difficile aussi de vous laisser partir sans vous poser une question qui vous concerne tout particulièrement. Avec votre expérience, Jean-Luc Ettori, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui plus particulièrement aux jeunes gardiens formés à Monaco et même au-delà ? Je crois que c'est une réponse un peu bateau. On est sur un port, donc c'est un peu normal, mais il faut travailler, il faut avoir confiance en soi. Et puis... J'aime les gardiens de but qui sont joueurs dans l'âme, qui prennent des risques. Et je pense que sans prendre de risques, on peut faire une carrière, mais ça sera une carrière un peu mièvre. Je pense que je préfère un gardien de but qui fait une erreur tous les 20 matchs, mais qui est décisif 10 matchs sur 20. Donc, mais là aussi, je pense qu'il y a un vrai effort à faire au niveau de l'AS Monaco à ce niveau-là.
Très bien, le message de l'une des légendes de l'AS Monaco FC est passé. Merci beaucoup Jean-Luc Ettori de nous avoir apporté votre regard et votre expertise en cette fin de saison de Ligue 1. Merci à vous, bonne soirée. Voilà, et le sort européen de Monaco sera donc scellé vendredi prochain, le 22 mai, à l'issue de la finale de la Coupe de France opposant Lens à Nice. Hier soir avait lieu la soirée de gala de l'E-Prix de Monaco en présence du couple princier. Une jolie façon de refermer un week-end de compétition après les victoires samedi de Nick De Vries et dimanche d'Oliver Rowland. Une occasion de faire une bonne action à présent. L'association Mission Enfance organisait aujourd'hui, mais aussi demain mardi et jeudi, sa braderie estivale dans ses locaux à Fontvieille. L'occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant l'action de cette association qui porte secours aux enfants en détresse à travers le monde. Les explications de Fabien Bonilla sur des images de Camille Caloni. Ils étaient déjà nombreux à attendre l'ouverture de la braderie d'été de Mission Enfance ce lundi matin, entre t-shirts, chemises, pantalons, robes, chaussures, hommes, femmes, enfants, avec certains vêtements de grandes marques, sans oublier des jouets, des bijoux, des livres ou des bibelots. Une vingtaine de bénévoles aident les nombreux visiteurs venus faire des affaires avec des produits allant de 50 centimes à 20 € environ. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement ici ? Des vêtements et, si je peux, des choses pour la cuisine. Je ne viens pas en recherchant quelque chose de précis. Je viens, je regarde, et soit j'ai un coup de cœur pour quelque chose, je veux dire, soit je ne l'ai pas. Et voilà, parce qu'en fait, ici, on arrive à trouver des pièces rares et en plus, enfin, bon, on fait une bonne action. L'an passé, 40 000 € ont été récoltés sur les 2 braderies annuelles, une recette qui permettra de porter secours aux enfants défavorisés, comme c'est le cas depuis la création de Mission Enfance en 1991. C'est notre braderie d'été. Nous faisons 2 braderies par an, une en hiver, une en été. Et cette vente nous permet de payer les conteneurs pour le Burkina Faso et aussi diverses actions sur le terrain. Et puis même s'il y a besoin de dons pour d'autres actions dans d'autres pays, on contribue un peu. Et d'où ça vient tous ces produits ? C'est donné par la population, soit la population de Monaco ou même de l'extérieur. Les gens nous connaissent maintenant depuis plus de 30 ans, donc ils ont l'habitude, ils savent pourquoi on travaille. Et bon, je ne dis pas que tous les dons partent dans la vente, loin de là. Une partie des dons part aussi sur le terrain au Burkina Faso ou alors dans d'autres associations à Nice ou à Ventimille, suivant les besoins. Mission Enfance propose également des parrainages pour la scolarité d'enfants au Burkina Faso, mais également au Liban, en Arménie ou encore par exemple au Vietnam. Vous voulez faire de bonnes affaires tout en soutenant l'association Mission Enfance ? La braderie n'est pas terminée, il reste encore ce mardi et jeudi au siège de l'association, au 19 avenue des Papalins. Ça peut être très désagréable, ça ressemble à un sifflement ou un bourdonnement dans l'oreille. Je veux parler des acouphènes. Eh bien, le centre spécialisé dans l'audition et l'équilibre Auto Neuro Monaco a organisé une soirée dans ses locaux à Fontvieille consacrée à ces gênes auditives. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Les acouphènes concernent environ 15% de la population. C'est souvent dû à l'écoute de musique trop forte sur de longues durées ou tout simplement à cause du vieillissement. Le docteur Lavagna a organisé mardi soir la première soirée intitulée « Les entretiens Auto Neuro Monaco » dont la thématique était « Acouphènes, de la physiopathologie à la prise en charge ». C'est important de comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans la survenue des acouphènes chez chaque patient, parce que chaque patient a un acouphène qui est différent. Et une fois qu'on a identifié les mécanismes, on va proposer en fait une prise en charge qui est adaptée. Donc c'est bien comprendre les mécanismes de survenue de l'acouphène pour proposer une prise en charge individualisée. Des spécialistes ont pris la parole à tour de rôle. Cette soirée était destinée aux ORL et aux audioprothésistes. L'objectif, faire le point sur les connaissances actuelles et surtout lutter contre l'idée reçue qu'il n'y a rien à faire contre les acouphènes. C'est un symptôme. Alors derrière un symptôme, il y a une maladie, ça peut être un bouchon d'oreille, des problèmes d'oreille moyenne, des problèmes d'oreille interne, le vieillissement de l'oreille, vous perdez des cellules ciliées, vous pouvez avoir une tumeur sur le nerf auditif, dans le cerveau, vous pouvez avoir de l'hypertension intracrânienne ou de l'hypertension tout court. Alors quand on trouve la cause, évidemment, on guérit les acouphènes.
Voilà, si c'est un bouchon d'oreille de cérumen, on l'enlève et c'est fini. On a tout un tas de solutions qui vont d'une part de l'aide auditive, parce qu'en général, quand vous perdez des cellules sensorielles, vous perdez de l'audition, et le simple fait de mettre des aides auditives, d'une part ça masque les acouphènes et surtout ça détourne l'attention. Sifflements, bourdonnements, chants de cigales et autres, les symptômes et l'origine des acouphènes sont différents en fonction des cas. Un conseil, si cela se produit, consultez bien sûr un spécialiste et évitez de rester dans le silence complet afin de ne pas se focaliser sur ce sifflement. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco s'exporte hors les murs avec une exposition de photographie de Stéphane Gamelin à la Galerie des Pêcheurs. Le photographe a suivi les archéologues monégasques durant toute une journée. Cette série de photos se veut le reflet de leur travail sur le terrain. Des clichés à découvrir dans ce reportage d'Alexandra Pani et Alexandra Paolini. Des travailleurs de l'ombre mis en lumière. Dans cette exposition Fouille, le photographe Stéphane Gamelin a suivi le quotidien de l'équipe de chercheurs du musée d'anthropologie préhistorique de la Principauté. On a voulu montrer en fait ce qu'on voit peu, c'est la recherche derrière nos expositions, derrière nos publications et nos conférences. Rien ne tient s'il n'y a pas la recherche archéologique. Donc du terrain jusqu'aux études en laboratoire, les analyses, l'identification. Et Stéphane Gamelin est venu avec nous, il a fait un peu ma vie d'archéologue pendant une journée, il nous a suivis en fait sur les sites archéologiques et aussi au laboratoire pour découvrir un petit peu et valoriser ce que peu de gens connaissent, mais pour moi c'est le cœur du métier de l'archéologue, c'est toutes les découvertes qu'on fait en fait quotidiennement. Et les montrer aux yeux du tout public en fait. Cette exposition est le fruit d'une rencontre fortuite entre deux passionnés. Je suis venu faire des images ou essayer de raconter vraiment le travail et puis de le vivre. Donc de trouver des positions, des angles ou des détails où on vit comme un archéologue. Moi, si je regarde une expo, je veux vivre comme l'archéologue, je veux l'être. Je ne veux pas le regarder travailler, je ne suis pas spectateur. Enfin, il ne faut pas être spectateur, il faut bien redevenir acteur. Et donc allier l'information, l'artistique et un petit peu de technique. Prospection, fouille, études en laboratoire et analyse, Stéphane Gamelin a suivi les archéologues monégasques durant toute une journée. Le fruit de son travail est à retrouver à la galerie du parking des Pêcheurs jusqu'au 28 juin. La compagnie Florestan revient sur les planches avec un nouveau spectacle. Elle dévoile une création originale en 2 temps, un spectacle à mi-chemin entre théâtre contemporain et contes revisités. Christine Dapetit-Homel et Sylvain Péroumal vous en livrent un avant-goût. Tu veux entrer ? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Entre et tu verras. C'est une proposition en 2 parties que signe la compagnie Florestan avec Sucré Mensonge. Un spectacle construit comme un diptyque où les univers se répondent sans jamais se ressembler. La première partie, portée par les chouchous de la compagnie, installe une atmosphère singulière, une entrée en matière sensible pensée comme une porte d'entrée vers l'ensemble du spectacle. C'est un spectacle qui s'appelle Cariland. Une entreprise qui vend des meringues et qui veut s'expatrier à l'international. Mais pour ça, il faut travailler plus. Et les ouvriers ne sont pas d'accord. Et donc, ça donne lieu à toutes des disputes et des choses comme ça. Et pour finir, on va avoir un spectacle. Et hop, on bifurque sur Pinocchio. Il va à l'école ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais on t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux, l'école ? Place donc dans un second temps à Pinocchio. Le public est plongé dans l'univers du conte, une relecture moderne d'un conte à la frontière du mensonge et de la vérité. À cette période-là, le luxe côtoie la misère. Et la misère, c'est un bon point de départ pour parler du Pinocchio. Parce que Pinocchio, il naît dans un contexte social de pauvreté. Mais les premiers mots qui vont sortir de la bouche de Pinocchio, ce sont des mots qui ont à voir avec, de la cruauté, du caprice et une ambition démesurée de richesse. Il veut tout et tout de suite. Et d'ailleurs, Pinocchio va lui aussi arborer un masque. Et on n'arrive plus à distinguer
le vrai du faux, le mensonge de la vérité. Mais durant son chemin, semé d'embûches, eh bien, il va apprendre ce qu'est l'authenticité. Chaque conte recèle en lui une forme de magie. Et la magie de Pinocchio, c'est celle qui a à voir avec le fait de devenir humain. Avec Sucré Mensonge, la compagnie Florestan propose une expérience artistique complète où chaque partie éclaire l'autre sans jamais tout révéler. Les jeunes élèves de la Principauté, eux aussi, ont du talent et c'était le thème justement du spectacle de fin d'année proposé par l'établissement FANB. Un joli moment auquel ont assisté Alexandra Pagny et Thomas Deus. Des magiciens, des chanteurs, des comiques, le spectre des talents réunis ce soir-là à l'auditorium Régnier 3 était aussi vaste que le nombre d'élèves présents sur scène. Pour cette édition 2026 du désormais célèbre spectacle de fin d'année des collégiens et lycéens FANB, la traditionnelle comédie musicale a laissé place à une nouvelle formule. Honnêtement, ce projet, à la différence de la comédie musicale des années précédentes, un peu moins, je vais dire, parce que finalement, c'est eux qui ont travaillé. Ils sont venus me voir régulièrement pendant les récréations. Ils m'ont proposé leur projet, leur talent. Bien sûr, j'ai accepté. On a travaillé certains talents qui nécessitaient un peu de travail. Et honnêtement, c'était vraiment du travail personnel. Et ils sont super excités de monter sur cette scène exceptionnelle. 98 élèves pour 29 numéros, aussi variés qu'originaux et plusieurs mois de répétition. À l'école, en début d'année, on a eu le casting où j'ai été pris et du coup, le lundi, mardi et vendredi, on a eu les répétitions. Donc on a pu bien s'entraîner tout au long de l'année jusqu'ici au spectacle. J'ai eu l'idée en début d'année de faire Dance Light, donc danse dans le noir avec des lumières fluo et de faire une chorégraphie bien en rythme. Et donc du coup, j'ai proposé à Madame Megamoudi, elle a accepté, donc on a créé la chorégraphie ensemble. Plus de 700 spectateurs étaient présents pour cette édition. Ils ont ainsi pu assister à un spectacle de près de 2h30. La somme récoltée est reversée à la caisse de solidarité de l'institution François d'Assise Nicolas Barré afin de financer de futurs projets. Et bravo à eux. Ainsi se referme ce journal. Nous nous quittons sur un retour en images sur le dernier titre de champion de France de l'AS Monaco FC. C'était il y a 9 ans, à l'issue de la saison 2016-2017. Coïncidence du calendrier. Cela correspond à la date d'hier, jour de la fin du championnat cette année. Championnat qui n'a pas eu la même saveur, on l'a dit avec l'invité de ce journal, Jean-Luc Ettori. Les photos du titre de champion de France sont signées Manuel Vitali, qui avait suivi la belle épopée des Rouges et Blancs à l'époque, un beau souvenir. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Je vous donne rendez-vous demain, mardi à 19h pour un nouveau journal et je vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Cette semaine sera constante. Demain à Monaco, le ciel sera partagé entre soleil et passage nuageux. Une légère brise soufflera et même si le ciel ne sera pas d'un grand bleu, l'indice UV, lui, sera intense. N'oubliez pas de vous protéger. Les températures seront comprises entre 12 et 19 degrés. Et demain, mardi 19 mai, nous fêterons les Yves.